Mais donc, bonjour à tous. Donc, Jennifer Foucard, moi je travaille dans une faculté qui s'occupe justement des futurs professeurs d'éducation physique, des futurs kinésithérapeutes, où nos étudiants font plus de 20 heures de sport par semaine. Et donc, entourés de tous ces sportifs, nous sommes aussi entourés et régulièrement, je dirais, concertés par des jeunes filles qui vont souffrir d'anorexie. Et ce sera un peu le propos de ma présentation, en faisant effectivement un lien directement avec ce que Damien vient de présenter, qui est effectivement non pas la quantité d'exercice physique, mais bien plus, on va le voir, la qualité de la façon dont le sport est pratiqué. Alors aussi, Charles m'a demandé de faire le lien avec l'explosion des troubles alimentaires ces derniers temps, l'utilisation des réseaux sociaux. Et donc, je vais avoir une présentation finalement qui va commencer par l'explosion de ces troubles alimentaires ces dernières années, pour essayer d'expliquer le lien entre ce qui s'est passé durant le confinement, l'explosion des troubles alimentaires et puis l'exercice physique. Et donc, je vais vous amener un peu dans ce domaine-là au cours de ma présentation. Et donc, effectivement, ce qu'on a recensé de janvier à mars 2021, c'est une augmentation de plus ou moins 40% des demandes de consultation ou d'hospitalisation pour troubles des conduites alimentaires. Alors, clairement, on peut mettre en cause le confinement et son isolement, ses stress et cette perte de contrôle, mais il est clair que chez les jeunes, l'utilisation accrue des réseaux sociaux a également joué. Alors, lorsque l'on parle de l'utilisation des réseaux sociaux, il faut bien comprendre que cette fréquence de l'utilisation des réseaux sociaux amène des complications autour de l'image du corps, tant chez les garçons que chez les filles. C'est quelque chose qui est assez indifférencié chez les deux sexes. Par contre, ce n'est pas la quantité d'utilisation des réseaux sociaux qui est problématique, mais bien l'émergence actuelle des nouveaux types de réseaux sociaux avec modification de l'image du corps. Vous connaissez tous Snapchat et les filtres, Instagram et les filtres. Et en fait, on s'est rendu compte que dans l'utilisation des réseaux sociaux et l'apparition des troubles de l'image du corps, c'était bien plus les types de réseaux sociaux qui étaient utilisés qui semblaient poser problème. Et notamment en 2022, un papier qui est sous presse mettait en évidence que c'est plus l'exposition aux selfies et aux photos manipulées qui allaient amener cette modification de l'image du corps, mais aussi tous les engagements dans les conversations autour de l'image du corps. « Oh, t'es trop belle, trop mignonne. Oh, super, t'es super belle. Oh, je t'adore. » Voilà, ce type de conversation que si vous avez des adolescentes à la maison, vous connaissez. J'ai envie de dire, j'en ai une personnellement, donc je vois bien. Et aussi toutes les réceptions des feedbacks tels que je viens de mentionner. Alors donc, cette relation entre les réseaux sociaux et l'image du corps n'est pas tout à fait directe. Elle passe par l'auto-objectification, un mot qui n'est pas facile à dire, et donc le fait que le corps devient objet et qu'on commence à justement se modifier. Ici, on voit l'utilisation en fond de ces filtres qui permettent de modifier l'apparence physique assez facilement. Et ce que ça pose chez ceux qui sont exposés à ces modifications, c'est évidemment l'idée que les autres ont vraiment une apparence corporelle ou une apparence physique qui est nettement meilleure que la leur, puisque elles sont belles, eux, ils sont beaux, et moi, je ne le suis pas. Évidemment, cette internalisation de l'idéal physique que l'on connaît, qui est cette comparaison sociale, va amener une surveillance de son propre corps et une comparaison sociale qu'on va appeler une comparaison ascendante, comme je vais l'expliquer tout à l'heure, c'est-à-dire que les autres sont toujours considérés comme mieux que nous. Alors ça, c'est quelque chose que l'on connaît à peu près tous dans les réseaux sociaux. On a l'impression toujours que leur vie, lorsqu'on est un peu sur les réseaux sociaux, la vie des autres, c'est magnifique, eux, ils sont toujours heureux, mais on sait bien que ce n'est que des apparences. Mais pour les adolescents, évidemment, c'est quelque chose de plus difficile d'être critique par rapport à ce qui est véhiculé sur les réseaux sociaux, et ça amène cette comparaison sociale. Alors, ce qui est compliqué dans toutes ces études qui portent sur ces éléments-là, et surtout que elles sont assez récentes, puisque on n'a pas beaucoup encore de recul sur tout ce qui s'est passé pendant le confinement, c'est qu'on ne connaît pas très bien les effets bidirectionnels qu'il y aurait pu y avoir, c'est-à-dire finalement qui est-ce qui va s'engager dans ce type de réseaux sociaux, qui va s'engager, quels sont les types de personnalités qui vont s'engager dans le fait de faire des selfies et de modifier. Est-ce qu'il n'y a pas déjà là une
une fragilité et que ce n'est pas le réseau social en lui-même qui amène la fragilité. Aujourd'hui, on ne sait pas encore évaluer finalement où est la poule, où est l'œuf. J'ai envie de dire, ça c'est quelque chose qui n'est pas encore complètement établi. Néanmoins, on sait que dans ce cercle vicieux entre les réseaux sociaux et l'exposition aux réseaux sociaux, mais comme je ne dis pas au niveau quantité, mais bien au niveau de ce qui est fait sur les réseaux sociaux, on fragilise l'image du corps. Cette fragilisation de l'image du corps, c'est ce qu'on appelle la comparaison ascendante, qui va effectivement pousser progressivement les jeunes à internaliser tout ce qui est les normes de minceur, tout ce qui sont les messages reçus. Et c'est une des explications de cette augmentation des troubles alimentaires durant le confinement, puisqu'ils étaient encore plus exposés à ça et encore plus en contact avec les autres au travers de ça. Et ça a amené des comportements que l'on connaît, les comportements compensatoires. Et donc, dans les comportements compensatoires, il y a notamment l'exercice physique pathologique, EPP, l'exercice physique pathologique, qui fait partie du portrait des patientes avec TCA. Ça, c'est quelque chose que l'on va voir effectivement parce que on va un peu repérer les chiffres par rapport à ça. Chez les patientes qui font de l'exercice physique pathologique, chez les patients qui font de l'exercice physique pathologique, il y a cette quête de contrôle corporel et on définira ce que c'est que l'exercice physique pathologique. Et vous verrez que justement, c'est en complète concordance avec ce qu'il dit, puisqu'on n'est pas dans la quantité, mais bien dans la qualité et l'aspect compulsif. C'est effectivement cet aspect où, dans un premier temps, on a parlé de quantité d'exercice physique dans le but d'assouvir le contrôle corporel. Et on va voir qu'on a même essayé de dire que c'était plus de 6 heures par semaine. Et à partir de 6 heures par semaine, on pouvait parler d'exercice physique pathologique. Or, personnellement, je pense que j'ai à peu près plus d'un tiers des personnes que je connais qui font plus de 6 heures d'exercice physique par semaine. Personnellement, on est mercredi, j'en ai déjà fait 3. Et pourtant, je ne pense pas être dans l'exercice physique pathologique. Alors, je suis dans une faculté où je vous dis où on fait du sport. Hein. Donc, dans la journée, nous, on a tous les matins, il y a pour le personnel, tous les midis. Après, on a toujours des possibilités de faire de l'activité physique. Donc, oui, on a beaucoup de gens autour de nous qui font de l'activité physique. Ça fait partie de la culture de l'institution. Et donc, c'est pour ça qu'il y a eu justement plusieurs posture conceptuelle autour de c'était quoi ce sport chez les anorexiques. Alors certains ont parlé du fait que le sport leur servait à compenser les calories ingérées, d'autres parlaient plutôt que c'était l'idée de perdre du poids quelle que soit la nourriture quelles soient les quantités de nourriture ingérées, ou est-ce que c'était plutôt dans le cadre d'une régulation émotionnelle. Alors, il y a un modèle qui tend à dire qu'au plus on va faire d'activité physique, au plus on aura tendance à avoir moins faim. Parce qu'effectivement, lorsque l'on pratique beaucoup d'activités physiques, on va réduire ses besoins alimentaires. Et ça, c'est quelque chose qui semble assez prouvé. Néanmoins, la fonction de l'exercice physique pathologique, ça reste quelque chose de controversé parce qu'on ne voit pas toujours ce lien significatif entre le désir de maigreur et la composante quantitative de l'activité physique. Et donc, ce n'est pas parce que quelqu'un pratique beaucoup d'activités physiques qu'il a nécessairement un désir de maigreur. Par contre, ou inversement, ce n'est pas parce qu'on a un désir de maigreur qu'on va nécessairement avoir beaucoup d'activités physiques dans ce niveau-là. Et donc, effectivement, ce n'est pas la quantité que l'on peut mettre en cause, mais bien la façon dont elle va être pratiquée. Et ce qu'on va voir chez les anorexiques, c'est justement la façon dont elles vont pratiquer l'activité physique qui est tout ce qui est en termes de motivation qui va poser problème. Et c'est ça qui va peut-être être justement ce qu'on va appeler les facteurs de risque. De nouveau, c'est très difficile de dire tiens, est-ce que c'est l'activité physique en elle-même qui va amener l'anorexie ou est-ce que c'est l'anorexie qui va amener le fait de pratiquer beaucoup d'activités physiques. Alors, on se retrouve dans les deux cas de figure au niveau clinique. On a des jeunes qui pratiquent beaucoup d'activités physiques et qui, de fait, vont se mettre à contrôler leur alimentation. C'est ce qu'on retrouve beaucoup chez les sportifs. Il faut savoir que c'est quelque chose qui est demandé dans le monde du sport, pour avoir beaucoup de sportifs de haut niveau au sein de mon auditoire, le fait qu'on leur commence à leur demander de calculer leurs calories, mais aussi de prendre des compléments alimentaires, le fait de faire attention à ce qu'ils mangent, à la qualité de ce qu'ils mangent, ça fait partie de leur quotidien et ça amène ce contrôle alimentaire. Et au départ, on était plutôt dans une activité physique de manière très importante qui a amené le trouble alimentaire. Et donc, effectivement, l'hyperactivité physique peut être un facteur de risque de l'anorexie, mais on voit aussi le profil inverse où c'est l'anorexie elle-même qui va amener l'hyperactivité physique.
Et donc, en 2004, on disait que, comme je vous l'ai dit juste avant, on considérait que on définissait l'hyperactivité physique au-delà de 6 heures par semaine. Aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on enlève complètement au niveau conceptuel. Et c'est ce que Damien vous a expliqué juste avant, parce que l'air de rien, ça concerne évidemment beaucoup de sportifs de faire plus de 6 heures par semaine de sport, bien plus que ce qu'on imagine, en tout cas dans le domaine du sport et même dans le domaine de l'activité physique. Alors, ce qui va nous intéresser, c'est lorsqu'on va essayer de discuter avec des jeunes filles qui souffrent d'anorexie, c'est bien la qualité de ce qu'ils font et donc d'essayer de discuter avec elles plutôt que de parler de quantité, de parler de comment s'organise l'activité physique. Ce que l'on voit, c'est que chez les jeunes filles anorexiques, c'est souvent une routine solitaire qu'elles doivent accomplir tous les jours, de la même manière et aux mêmes horaires. Et ça, c'est quelque chose qui nous montre plutôt le comportement obsessionnel de cette activité physique. Ce que l'on voit, et on parle d'exercice compulsif, parce qu'il y a une non-conscience des signaux corporels de douleur et de fatigue, un maintien rigide de l'horaire qui est très fréquent chez les jeunes filles anorexiques, une mise en priorité de l'activité physique, et lorsqu'elles ne réalisent pas l'activité physique, la détresse et l'anxiété qui apparaissent. Alors concrètement, on considère que dans les troubles alimentaires, à peu près, les chiffres sont variables, mais c'est vrai qu'on se rapproche plus des 80%. 80% des jeunes filles anorexiques de type restrictif ont une activité physique problématique. Chez les anorexiques avec des accès hyperphagiques, donc ce qu'on appelle la boulimie mixte, on est plus ou moins à 50%. Dans la boulimie, c'est quelque chose qui est moins présent, avec une marge entre 21 et 39%. La grosse difficulté, évidemment, c'est de recenser, puisqu'on sait qu'elles ne disent pas toujours exactement ce qu'elles font. Ce qui est important aussi de comprendre, c'est qu'on a 2 types d'anorexie, moins connus peut-être dans le monde, enfin de manière générale, et qu'on doit bien différencier, qui est l'anorexie mentale et l'anorexie athlétique. L'anorexie mentale, c'est vraiment sous-jacent, il y a cette quête d'idéal de minceur, alors que dans l'anorexie athlética, celle qu'on rencontre plus chez nos sportifs, ce qui est primordial, c'est la recherche de performance. C'est secondaire à l'activité physique, l'activité sportive excessive, mais il n'y a pas de distorsion de l'image du corps. Et donc, il y a effectivement un profil subclinique au niveau anorexique, mais lorsque la jeune fille arrête sa carrière sportive, une réversibilité est facilement acquise. C'est très difficile, donc justement, au niveau clinique, lorsqu'on se retrouve face à une jeune fille qui est sportive et qui est anorexique, de bien comprendre est-ce que c'est le sport, et donc est-ce qu'on est dans une anorexica athlética, ou est-ce qu'on est dans une anorexie mentale, mais c'était une jeune fille sportive qui utilisait ce comportement de type compensatoire pour régler son poids parce qu'il y avait un idéal de minceur. Et donc, je dirais que voilà, là, le diagnostic différentiel va vraiment être la quête de l'idéal de minceur et de l'autre côté, la recherche de performance à tout prix qui va être recherchée avec un contrôle corporel qui est important, mais qui vise plus la performance. Et donc ici, je vois que je suis désolée, ça c'est de mon ordinateur à cet ordinateur-ci, ça ne s'est pas bien passé. Et donc, ce que je voulais ici mettre en évidence, c'est que face à ça, il y a une grosse question qui se pose, c'est justement, peut-on continuer à prescrire à ces jeunes filles anorexiques de l'activité physique comme traitement thérapeutique? Et donc, cette complexité conceptuelle que l'on connaît, qui est de se dire finalement, est-ce que c'est l'activité physique qui a amené l'anorexie? Est-ce que c'est l'anorexie qui a amené l'activité physique? Est-ce que c'est une bonne idée finalement de proposer de l'activité physique chez ces jeunes filles en sous-poids? Alors, il est clair que la première attitude est l'arrêt de l'activité physique en cas de sous-poids. Néanmoins, les études mettent en évidence, et je ne dirais pas que les études, c'est aussi l'approche clinique, met en évidence que lorsqu'on arrête complètement une jeune fille qui est anorexique alors qu'elle est en sous-poids, on l'empêche de réaliser l'activité physique, après 3 mois, elle va recommencer. Et donc, c'est un mauvais facteur de pronostic lorsqu'on a une intervention de ce type-là auprès de ces patientes. Il va donc justement plutôt falloir penser et repenser la prise en charge en incluant l'activité physique, mais de façon adaptée. Et donc, se dire d'arrêter complètement l'activité physique qu'elle pratiquait avant parce que justement elle est en sous-poids est une assez mauvaise idée au final. Alors, c'est clair qu'il y a des périodes où c'est un danger et on va éviter, mais lorsqu'on est dans un processus progressif où on voit que
le poids commence à reprendre, il est tout à fait indiqué de reprendre l'activité physique. Mais là où on va travailler, c'est justement de travailler sur la composante qualitative de l'activité physique. Et pour ça, 2 axes. 1, toujours travailler avec le groupe. Travailler avec le groupe de jeunes filles et donc de reprendre l'activité physique en groupe. Vraiment les sortir de l'aspect routinier et de l'aspect individuel dans lequel elles étaient, et de superviser ça évidemment par l'équipe clinique et donc par les kinésithérapeutes présents, mais l'équipe pluridisciplinaire, c'est encore mieux. Et donc globalement, les recommandations actuelles qui sont dans le traitement de l'activité physique pathologique, c'est effectivement d'intégrer l'activité physique, mais de manière adaptée, en la réintroduisant graduellement, en favorisant tout ce qui est le groupe pour retrouver le plaisir et éviter justement tout ce qui était les conduites ascétiques et toutes les conduites compulsives dans lesquelles les jeunes filles, mais je dirais c'est valable aussi pour les sportifs en fait, ce qui est proposé ici, parce que c'est les recommandations globales pour tout ce qui est activité physique pathologique. C'est vraiment retrouver le plaisir, inclure des intervalles de relaxation et de repos, et notamment des séances de yoga, des séances de relaxation, des séances d'étirement pour réinstaurer aussi tout ce qui va être l'identification des signaux corporels. Et donc vraiment de retrouver tous les signaux interoceptifs. Il y a un vrai travail sur l'interoception à réaliser parce que, comme on l'a dit, elles ont tous ces sportifs, que ce soit ces jeunes filles anorexiques, et je dirais ça c'est de manière générale, il faut vraiment qu'ils puissent de nouveau ressentir les sensations corporelles. Inclure des interventions psychoéducatives qui permettent justement d'identifier tout ce qui est fonctionnel et dysfonctionnel, et puis essayer de retrouver le lien avec les émotions et l'exercice physique pour qu'on change le comportement. Et donc pour conclure, je dirais qu'il y a une relation entre le sport et l'anorexie, parce que le sport peut devenir à la fois un facteur de risque d'anorexie lorsqu'il est utilisé de manière compulsive, mais on sait que l'anorexie devient effectivement un facteur de risque de l'exercice physique pathologique parce qu'il s'agit d'un comportement compensatoire, mais que cette problématique doit surtout se centrer effectivement sur la problématique de l'anorexie qui est bien plus centrée sur la qualité et la façon dont elle pratique le sport, et c'est quelque chose qu'il faut modifier. Et je pense qu'on répond alors à la question qu'on a posée avant sur comment utiliser le sport chez toute personne qui est addicte. C'est vraiment travailler la qualité de ce qui est fait et le plaisir à l'activité sportive. Et donc c'est cette modification qualitative de l'activité physique qui doit être envisagée. Voilà, alors je vais conclure parce que effectivement, j'ai dit que je faisais beaucoup de sport. Alors moi, ça c'est ma conception du sport. C'est quand j'ai fait beaucoup de sport, je peux m'envoyer une bonne pizza et ça c'est un truc de dingue, c'est super chouette. Et ça me permet de continuer à pouvoir bien fonctionner au quotidien. Voilà, merci beaucoup.